Voilà, mes chers collègues, nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal qui va être d'une certaine longueur. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à M. Proust, très officiellement. Merci d'être parmi nous et de vous engager pour la ville de Luçon. Je voudrais vous signaler une nouvelle organisation, puisque nous avons signalé la dernière fois que Mme Kasmierzak était à son dernier conseil municipal, donc elle n'est pas encore tout à fait en retraite, elle a pour l'instant des congés à prendre, et donc elle serait en congé, mais d'ores et déjà, et à sa demande, on a mis en place une nouvelle organisation qui va perdurer par la suite. Donc pour l'instant, ce sera donc Mme Corinne Rossignol qui va faire fonction donc, de directrice générale des services, et donc M. Cyril Martin qui fait fonction donc, de directeur général des services adjoint, avec une organisation donc un peu différente de ce qui existait jusqu'à maintenant, et puis des personnes donc qui sont recadrées de manière à pouvoir épauler donc tant Mme Rossignol que monsieur Martin. Je vais malheureusement commencer ce conseil municipal par une bien triste nouvelle, puisque il y a un ancien conseiller municipal qui est décédé. Il s'agit de M. Robert Tiré, qui est malheureusement décédé et dont la sépulture aura lieu demain. Robert, outre le fait que c'était un ami personnel, pour lequel j'avais beaucoup d'attachement, et quelqu'un qui a beaucoup donné pour la ville de Luçon. Il a fait plusieurs mandats ici. C'était quelqu'un qui était aussi très engagé dans le domaine associatif, puisque il a eu 7 présidences en fait, en passant par pas la présidence, mais il a été dans la direction du football, il a été dans le nautisme, il a été dans le basket, et il a fait donc pas mal de choses. C'était un homme qui était connu pour son sérieux, ancien cadre de chez Libaud, et qui, jusqu'au bout, a eu sa conscience, qu'il a terminé malheureusement très diminué physiquement. Et j'aimerais, au nom de vous tous ici, présenter bien sûr toutes nos condoléances à sa famille, et je vais vous demander en son souvenir de faire une minute de silence. Voilà, nous allons donc commencer ce conseil municipal avec la désignation d'une secrétaire de séance, puisque M. Charpentier va nous rejoindre en cours de séance, et donc la plus jeune d'entre nous est mademoiselle Tiffany Labarsouk, et si elle veut bien, et si elle accepte ce dur labeur de secrétaire des séances, et si vous en êtes d'accord. Pas d'objection, donc mademoiselle Labarsouk sera notre secrétaire de séance. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir temporaire donc, de M. Charpentier pour moi-même, donc le temps qu'il soit absent, de Mme Parpaillon pour Mme Reculot, de Mme Da Silva pour M. Bonin, de Mme Cardines pour Mme Thibault, de M. Péquin pour M. Gachet, de M. Vrignot pour M. Edouin, de M. Lesage pour Mme Simonet, de Mme Constantin pour Mme Coirier, de M. Devoix pour M. Nolot et de Mme Sureau pour M. Proust. On sent que les vacances commencent. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui du 17 juin. Y a-t-il des remarques ? Non, donc je le considère comme adopté. Monsieur Perrier. Pardon ? Oui. Non, parce que la dernière fois, Monsieur Proust n'avait pas été compté. J'ai reçu un petit papier comme quoi, en fait, il avait bien été compté. Donc, oui, c'est pour le signaler qu'il est... En effet, on avait reçu entre-temps... ça s'est croisé. Voilà, ça s'est croisé entre le moment où je suis monté, c'est arrivé, enfin pas tout à fait, mais c'était presque ça. Donc oui, il est considéré comme présent. Et donc, du coup, il y avait un pouvoir qui est actif. Je vais vous demander l'autorisation de rajouter 2 points
puisque depuis les 5 jours où on l'a envoyé, nous avons eu 2 demandes extérieures qui sont nécessaires dans le temps, d'ici notre prochain conseil municipal. Le premier, c'est la possibilité de pouvoir demander une subvention du FIPD pour l'acquisition de gilets pare-balles de nos policiers municipaux. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est malheureusement de plus en plus nécessaire, même dans des petites communes et des communes tranquilles comme la nôtre. Hein, donc, si vous en êtes d'accord. Et alors, la deuxième, c'est quelque chose de très technique. C'est l'agence de services aux collectivités locales de Vendée, où il faudra donner une autorisation sur la division par 2 de la valeur nominale des actions et corrélativement la multiplication par 2 du nombre d'actions, ainsi que sur la modification des statuts, qui vous sera présenté donc par Dominique Bonin. Et il faut le rendre dans un temps qui est un temps qui ne nous permettra pas d'attendre le prochain conseil municipal. Êtes-vous d'accord pour qu'on rajoute ces 2 points? Ok, je vous remercie. Donc nous les traiterons donc en 32e et 33e point. Nous allons, si vous voulez bien, attaquer tout de suite donc le Monsieur premier. Je voulais juste, par rapport à ce que vous avez dit au tout début, est-ce que cette organisation est actée pour le futur ou c'est temporaire? Non, ça va être acté dans le futur, hein, sur cette organisation-là. D'accord. Si vous voulez, le but étant de faire de la réorganisation interne, hein, et non pas de recrutement, pour des questions tout simplement financières, hein, les baisses de dotation de l'État nous impactant sérieusement. Et deuxième point, est-ce que la date du conseil avait été modifiée au dernier moment? Parce qu'on avait parlé du mardi 12. Pas au dernier moment. Moi, nous, on était restés sur le mardi 12 et en fait, on a eu peut-être l'explication avec le conseil communautaire qui a été... C'est pour ça? Oui, il était déplacé à cause du conseil communautaire, oui. Alors, on ne vous avait pas prévenu? Ah, désolé. Désolé, ça c'est... Bon. On trouvera une oreille responsable. Je me tire la mienne en attendant. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez bien, on va attaquer tout de suite donc, notre première délibération avec une décision modificative. Donc, en fait, si vous voulez, cette décision modificative va vraiment porter sur quelques points. Hein, c'est toujours... les DM2, hein, c'est toujours des points de, comment dirais-je, de changement d'État à État. La première, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, au niveau des fonctionnements, nous avions en fait des dépenses qui étaient dépenses sur le 011 en 60-68 qui peuvent être basculées en investissement. Ceci représente donc 4 300 €. On va donc le retirer des dépenses de fonctionnement pour les inscrire plus bas, nous allons le voir, sur l'investissement. C'est en fait les 2 lignes, je vous le dis tout de suite, hein, en 588 et 586, hein, de 1200 et de 3100. Hein, donc c'est des matériels des espaces verts et les matériels d'atelier. Donc négatif du côté du fonctionnement, positif du côté de l'investissement. Ensuite, nous avons une recette qui est une recette en fait dans les grosses réparations. En fait, on a touché des assurances, donc en 77, 7 700 € qui va venir rembourser une dépense en investissement qui a été qui est dans l'espace Plaisance. Donc vous voyez, c'est la ligne donc en 598 espace Plaisance, donc qui va s'annuler des 2 côtés. Et pour faire l'équilibre, eh bien, on va faire un basculement de la virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, puisque 7 700 plus 4 300 égale 12 000. Eh bien, on va prendre le virement de la section d'investissement de 12 000 et on va venir donc abonder en recette donc du virement de la section de fonctionnement. Jeux d'écriture, hein, qui sont bien classiques. Pour la suite, nous avons donc une révision donc, du PLU. On doit rajouter, donc vous savez, la modification simplifiée, on en a parlé la dernière fois, il faut rajouter donc 3 000 €. Ensuite, donc les 3 lignes suivantes, nous venons d'en passer, les 7 700, c'est ce qui vient donc du remboursement de l'assurance avec la dépense qui est là. Et puis les 2 dépenses qu'on a passées donc, du fonctionnement vers l'investissement. Ensuite, nous avons donc besoin d'une auto-laveuse. On va le financer en allant chercher sur le matériel service des sports, puisqu'on a moins de besoins que prévu. Donc on retire 5 000 € d'un côté et on met 5 000 € de l'autre. La piste d'athlétisme
Il va y avoir donc des besoins supplémentaires parce que, en fait, on va arriver à un investissement qui correspond plus au fonctionnement et à la demande des associations donc, sportives. Et pour cela, eh bien, M. Gachet a accepté généreusement qu'on lui prenne 5 000 € sur la voirie dont il n'avait pas besoin immédiatement. Et puis, pour financer les 3 000 € de la révision du PLU, eh bien, tout simplement, on va chercher donc, sur les dépenses imprévues. Donc vous voyez, les moins 3 000 €. Il nous reste 142 000 € encore sur les dépenses imprévues. Je vous rappelle, hein, quand on a fait le budget primitif, on a mis une certaine somme sur les dépenses imprévues. Et donc voilà, il nous restait 145 000 moins 3 000. Il nous restera donc 142 000 si nous avions encore quelques surprises d'ici la fin de l'année. Voilà, avez-vous des questions sur cette DM2 ? Oui, comme à notre habitude, on s'abstiendra, parce que c'est votre choix et c'est votre choix sur le budget. Par contre, concernant donc, la piste d'athlée, il y a 2 couloirs qui doivent être mis en place. Est-ce que la somme de 5 000 € correspond à ces 2 couloirs? Non, c'est un surplus. C'est un surplus. Le micro, merci. On est initialement parti sur un seul couloir, mais un peu plus large. Finalement, le club a souhaité donc avoir 2 couloirs, donc homologués, je crois que c'est 2 fois 1,22 m sur 50 mètres. Voilà. Donc il y avait une petite plus-value par rapport à ce qui était prévu initialement. Ils auront quelque chose de très correct. Voilà. Pour rebondir là-dessus, j'ai cru comprendre qu'il y avait donc un conflit par rapport à cette piste, puisqu'il serait demandeur d'une vraie piste, et je dirais qu'aujourd'hui c'est le parent pauvre quand même du sport luçonnais, au-delà même du hand ou d'autres sections sportives. Ça fait, je pense, pour vous et pour nous, on avait prévu la réfection de cette piste, alors sous une forme ou une autre, totale, et aujourd'hui je pense qu'on doit arriver à avoir un vrai projet avant la fin de ce mandat. Il reste 4 ans pour le réaliser, et en dépannage c'est une bonne solution. En définitif et sur la longueur, je pense que ça sera un peu court, et il faut vraiment arriver à quelque chose aujourd'hui de correct pour ce club qui est dynamique. Je pense que c'est une première touche, mais ça sera pas faut pas que ça soit la touche finale. Il faut vraiment arriver à quelque chose là-dessus. Je pense que vous avez raison dans le sens où c'est une solution d'attente, mais une solution quand même qui améliore considérablement les choses. Et derrière, je pense que ce genre d'équipement aujourd'hui est vraiment d'intérêt intercommunal. Il faudra en reparler avec la grande communauté de communes. Je sais qu'on est assez d'accord sur ce point de vue-là. On est totalement d'accord ensemble. Malheureusement, je pense que si on attend une réponse dans l'immédiat, on ne l'aura pas. Et il y a quand même une grosse attente derrière. Ouais. Il faut absolument acter. Voilà. Alors, on travaillera dessus. Moi, je reste à dire que autant on pouvait penser qu'il y avait de la possibilité d'avoir les financements pour faire ce genre de choses-là sur Luçon Intramuros, la baisse des dotations de près de 700 000 € par an va quand même mettre à mal certaines capacités de la commune à pouvoir faire des choses qui sont plutôt d'intérêt intercommunaux. Je rappelle que c'est vrai qu'en tant que ville-centre, on a beaucoup financé des infrastructures qui auraient été d'intérêt intercommunal. Aujourd'hui, la baisse des dotations de l'État font que ça devient de plus en plus compliqué. Sauf à augmenter les impôts, mais ça, on a surtout dit qu'on ne le faisait pas. Donc, je pense que ça, ce sera tenu. Monsieur Edouard ? Oui, je voudrais simplement rajouter que le club d'athlétisme, je l'aurais dit et redit effectivement par rapport à ce projet intercommunal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années à venir, et on l'a vu avec la piscine intercommunale, si on souhaite avoir des subventions, seuls les projets portés par une communauté de communes seront suivis, que ce soit par le CNDS ou la région. Aujourd'hui, une piste d'athlétisme, la réfection de la piste d'athlétisme à Luçon va tourner autour de 800 000 €. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour les Luçonnais, qui ne font pas tous de l'athlétisme, même si je suis bien placé pour savoir que l'athlétisme est un sport premier et qui sera utilisé par les différents collèges et lycées, aujourd'hui, que la ville porte seule ce projet, ça n'est plus possible. Et en dehors de l'aspect intercommunal, c'est que de toute façon, si on souhaite avoir des subventions, ça ne peut être que par un projet porté par une communauté de communes. Voilà, donc voilà, il faut être patient. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement que tout le monde ne fait pas de l'athlé, mais tout le monde ne fait pas de foot, tout le monde ne fait pas de basket, tout le monde ne fait pas de kayak, tout le monde, voilà. Et à un moment donné, on subventionne tout le monde à sa hauteur, voilà. C'est tout. Je voudrais quand même retirer certains clichés. Je peux vous assurer que pour une ville de 10 000 habitants,
on a des infrastructures qui sont, je dirais, qui ont beaucoup progressé ces 15 dernières années, et on a des belles infrastructures. Le club de gymnastique a été par le passé aussi le parent pauvre. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont satisfaits. Viendra le tour du club d'athlétisme. Voilà, j'entends bien. J'étais président du club d'athlétisme pendant 7 ans, je sais bien de quoi on parle, en sachant quand même que sur ce projet, je redis qu'il y a quelques années, lorsque nous étions prêts à lancer ce projet, Saint-Gemme, la ville de Saint-Gemme-la-Plaine, s'est positionnée pour faire elle-même une piste d'athlétisme à proximité de la forêt. Malheureusement, ce projet est tombé à l'eau et nous, entre-temps, on est parti sur autre chose. Voilà. Vous savez très bien qu'un projet de cette envergure, ça demande quelques années. Autant on peut répondre coup par coup sur certaines infrastructures sportives qui seront moins coûteuses, mais là, 800 000 euros, c'est quand même, parce qu'il n'y a pas que la piste en soi, il y a aussi des aménagements autour. Je pense, pour rebondir une dernière fois là-dessus, c'est qu'on est passé peut-être à côté d'une bonne opportunité à l'époque, c'était dans la réfection du stade Jean de Mouzon. On aurait pu, et on le sait, il y avait la surface nécessaire, derrière le Sourdi pour regrouper les deux éléments. Et on sait qu'un stade aux normes, plus ou moins aux normes, avec une piste d'athlée, même de 4 pistes, on était aux alentours des 1,5 million, 2 millions d'euros. On n'était pas beaucoup plus dans la réflexion que ce qu'il y avait aujourd'hui et on aurait pu déplacer. Alors effectivement, il n'y avait pas l'utilisation du lycée Atlantique, ce qui aurait enlevé effectivement une certaine somme importante dans les subventions. Ok, j'ai pas fait voter, hein, je crois pas. Non, j'ai eu les intentions de vote, mais pas voté. Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Donc 23 pour, 4 abstentions. Avant de passer à la prochaine, je vais vous faire un petit diaporama. Passer un petit diaporama qui vous expliquer les 3 prochaines délibérations. Google Maps va nous aider un petit peu à comprendre ce qui va se passer. Vous avez ici donc l'avenue de la Maréchale de la Tassigny, les ronds-points de sortie vers Fontenay-le-Comte. Ici, le nouveau Leclerc, et vous avez ici donc différentes zones économiques, et vous savez que la nouvelle loi NOTRe impose que ce soit les intercommunalités maintenant qui gèrent la totalité des zones économiques. Donc, on regarde un petit peu comment elles sont gérées aujourd'hui, d'une manière un petit peu complexe. Diapositive suivante. Voilà, vous avez ici la zone de Trois-Fontaines, et la zone de Fermeneuve, ces 2 zones qui sont donc aujourd'hui gérées non pas par la communauté de communes, mais par la ville de Luçon. Vous avez derrière une parcelle qui appartient à la ville de Luçon et qui est en dehors des zones économiques. Et cette parcelle se trouve donc derrière une zone qui, elle, appartient au SMPVA, et sur laquelle vous avez la maison de l'enfance. Alors, maintenant, le but, ça va être, si vous voulez, de transférer, bien sûr, nos zones économiques. Et vous allez voir qu'il va falloir donc financer le transfert de cette zone. Et on va regarder un petit peu comment on va faire. Et pour pouvoir étudier ça, on va regarder aujourd'hui comment est monté le budget lotissement. Si on prend le compte administratif de 2007, c'était 31/12/2015, et pas 2016, excusez-moi, j'ai fait une petite faute de frappe. Au 31 décembre 2015, on avait donc un emprunt sur ce budget lotissement de 916 994,45 €. Et nous avions un résultat positif de 486 608,33 €. On a donc un stock, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est la différence entre les deux, qui est donc de 430 000 et des poussières. Depuis le 1er janvier, il s'est passé un certain nombre de choses. On a d'abord vendu un terrain à la SOR pour un montant donc de 56 540 €. Excusez-moi. Nous avions dans notre résultat des dépenses qui étaient en fait des intérêts courus de 6 510,46 € qu'il va falloir maintenant retirer. Et nous avons remboursé des emprunts pour un montant de capital de 29 410,04 €, qui fait que finalement nous avons un capital restendu qui est lui de 887 584,41 €, c'est-à-dire la différence entre la première ligne en haut et celle-ci. D'accord ?
Donc, on va regarder un petit peu au 1-10 2016 ce que ça va donner, puisque c'est le moment à peu près où on va transférer donc notre budget. Nous avions un résultat qui était donc de 486 608 €. Nous avons eu la cession de la sœur, nous avons une diminution des dépenses, donc ça va s'ajouter au résultat. On a financé des emprunts qui sont 29 410,04 €, et nous avions un reste à affecter du SMPVA. Je vous rappelle que quand on reçoit là ces restes à affecter, on les transfère sur notre budget. Et là, il y a 80 000 € donc, qui vont être affectés donc, à ce budget. Ce qui fait que nous avons un excédent qui est un excédent donc, de 600 248,75 €. Alors tous ces chiffres, vous allez les retrouver dans les délibérations qui vont suivre. Donc quand on regarde les choses, nous avions un capital restant dû qui est de 887 584,41 € et nous avons donc un résultat qui est de 600 248,75 €, donc qui sont les résultats que l'on connaît. Et il nous reste un stock donc de 287 335,66 €. En fait, ce qu'on va faire, c'est que cet emprunt de 887 584 €, on va en transférer une partie à la communauté de communes et on va garder une partie sur notre budget principal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un emprunt qui est sur un TAG, 3 mois, qui est négatif. Et en fait, la marge que prend la banque est inférieure au négatif du TAG. Donc, pour l'instant, on ne paye pas du tout d'intérêt dessus. On ne paye que les capitaux. Si jamais on avait à rediscuter aujourd'hui un emprunt de ce montant auprès d'une banque, forcément, on aurait des intérêts à payer. Donc, on va garder, nous, cet emprunt plutôt que le rembourser par anticipation, parce que c'est quand même intéressant. Et vous allez voir comment on va le financer d'un point de vue trésorerie, puisqu'on a un excédent qui, lui, est déjà une trésorerie positive, donc que l'on retrouve, et on va avoir ensuite un certain nombre de choses qui vont être réglées par la communauté de communes, ce que je vais vous exposer. Donc nous aurons une délibération qui va nous permettre de transférer donc cette partie d'emprunt auprès de la communauté de communes, donc elle aussi a intérêt à le prendre. Et nous, plutôt que de faire un remboursement par anticipation, on va garder cet emprunt et on va tout simplement alimenter notre trésorerie par les différentes actions que je vais vous présenter maintenant. Je suis clair ? Voilà donc ce que l'on va faire. Voilà ici donc les deux zones qui sont les zones économiques qui sont gérées par la ville de Luçon et donc qui sont gérées par les budgets que je viens de vous présenter. Il nous reste à vendre 8 382 mètres carrés qui sont vendus 20 € le mètre carré. Et il reste des travaux restants, en particulier ici, parce qu'il faut faire des voiries. Il y a des restes de voiries aussi à faire dans cette zone-là. Et donc ceci représente 72 500 € à mettre. La différence, c'est une opération donc, de 95 140 € qui vont nous être réglés par la communauté de communes, qui va, elle, nous verser tout simplement ces 95 140 €. Reste donc à financer 192 195,66 €. Donc vous voyez, quand je vous disais notre trésorerie va être alimentée, elle va être alimentée déjà par ça. Ensuite, en dehors des zones économiques, nous avons donc cette zone derrière dont je vous parlais qui fait partie des zones économiques et pour laquelle vous avez une surface totale de 25 638 € mètre carré. On a demandé au domaine quels sont les prix donc, de vente et ces prix de vente c'est de 4,40 € le mètre carré, donc 115 370 €. C'est la communauté de communes qui va nous acheter donc cette surface pour agrandir tout simplement son assiette des zones économiques qu'on va transférer. Donc ça va être pour la communauté de communes la possibilité donc d'installer des entreprises ici. Pour information, parce que ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui à voter, pourquoi la communauté de communes a intérêt à faire ça ? Eh bien, si on regarde les travaux qu'il y a à faire, donc travaux de voirie, de réseau, etc., ces travaux, il y en a pour 182 000 €. Donc, l'ensemble de cette surface
va coûter à la communauté de communes, donc notre prix de vente, plus les travaux qu'il y a à faire, soit 297 370 €, donc à régler par la communauté de communes. Et ils vont pouvoir revendre donc un certain nombre de mètres carrés de cette surface. Alors pourquoi pas la totalité? Parce que vous avez les voiries, vous avez derrière en particulier ici derrière, vous avez une zone qui est un bassin d'orage d'ailleurs qui est alimenté pour les eaux qui viennent donc des autres zones économiques qui appartiennent aussi à la communauté de communes, et reste cessible donc pour les entreprises 16 500 mètres carrés à revendre. Donc si jamais on prend les 297 370 € qui va leur coûter divisé par les 16 500 de mètres carrés, 16 500 mètres carrés à vendre, ça fait une moyenne à peu près de 18 € le mètre carré, hein, donc qui est tout à fait dans le marché actuel, donc des terrains qui ne sont pas situés en façade, hein, qui sont donc derrière. Et donc pour la communauté de communes comme pour nous, ça va être une opération blanche. Donc nous allons toucher ce montant-là, donc de 115 370 €, je ne vais pas y arriver ce soir, donc de la communauté de communes. Nous avions 192 195,66 € à financer la différence entre les deux. Reste 76 826,27 € que nous allons financer donc d'une autre manière. Et ça, c'est sur le SMPVA. Je vous rappelle, donc, quand la ville de Luçon a suivi donc, la communauté de communes de Saint-Hermine, elle avait avancé un certain montant pour pouvoir créer le Vendéopole au niveau donc, de Saint-Hermine. Du fait de la rentrée de Luçon dans une communauté de communes, la communauté de communes est devenue représentant substitution de la ville de Luçon auprès du SMPVA. Mais, bien entendu, la ville de Luçon n'avait pas pour finalité de donner à la communauté de communes quelque chose qu'elle avait avancé, qui était à l'époque de près d'1 million d'euros. Donc, la communauté de communes s'est engagée à rembourser sur les excédents qu'elle touchait du SMPVA, eh bien, ce qui avait été avancé par la ville de Luçon. Ce qui reste dû donc aujourd'hui par la communauté de communes, c'est un montant de 491 551,94 €, hein, ça au 1er janvier 2016. Nous avons fait donc, nous avons demandé à la communauté de communes de nous faire une avance de 76 826,27 € qu'ils vont faire. Hein, donc eux, de leur côté, ils vont peut-être faire un emprunt ou l'autofinancer. Ça va être leur possibilité. Donc vous voyez que nous, finalement, on a ici les 192 000 € qui nous viennent du restant dû donc, sur les deux zones économiques, les 115 000 € qui nous viennent derrière donc, de cette zone-là donc, que l'on vend, et l'avance donc, de 76 000 € qui va financer donc, complètement hein, le transfert de l'emprunt dont je vous parlais tout à l'heure. Et il restera dû par la grande communauté de communes, puisqu'il va y avoir un transfert, mais on transfère aussi, bien entendu, les dus qui sont... Enfin, les dus la convention qui a été faite par la communauté de communes du Pays Né de la Mer à la ville de Luçon va être transférée à la grande communauté de communes, qui, de la même manière, donc, continuera à nous devoir les 414 695,67 € qui restent. C'est d'ailleurs la différence entre ces deux sommes. Voilà donc la manière dont on va pouvoir clôturer donc, le financement donc, de ce budget annexe demain. Avez-vous des questions sur le montage? Oui, bon, je ramasserai pas les copies, hein, parce que c'est un peu compliqué. Bon, j'ai vu 2 fois, donc ça va mieux. Ça fait un paquet de chiffres. Donc, nous, on est monté souvent en créneau là-dessus, sur ce budget déficitaire, et revenait sans arrêt la question justement de la cession et du transfert de la compétence définitive et de ce budget lotissement. Nous avions dit depuis un certain temps qu'il aurait été préférable que ce budget s'auto-équilibre par les ventes. Effectivement, il y a aussi le fonctionnement dans la préparation des terrains pour la vente, mais il y avait un gros déficit sur ce budget lotissement. Concernant l'excédent, il ne faut pas oublier que l'année dernière, nous avons reversé donc, la participation de Leclerc,
et que nous avons versé la première partie du SMPVA, ce qui n'est pas négligeable aussi sur ce budget. Le point qui nous pose souci, c'est quand même le restant du capital dû. C'est que pour nous, ça pose question quand même si effectivement aujourd'hui ça ne coûte pas grand-chose à la ville, voire rien du tout. Il est quand même étonnant de pouvoir aujourd'hui payer un prêt sans avoir le matériel ou l'objet à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'achète une voiture et que je vends cette voiture, c'est quand même dommage de rembourser un prêt sans avoir la voiture à côté pour la revendre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va rembourser un... Excusez-moi, je n'ai pas compris. On va rembourser un emprunt sans avoir l'objet à côté. On rembourse pas, on le garde? Oui, on le garde, oui. Ouais. Mais il n'y a plus les lotissements à côté. Oui, mais enfin, vous imaginez Voilà. que si jamais on le remboursait par anticipation pour faire un nouvel emprunt, ça coûterait à la collectivité? C'est pour ça que je reviens à ma première question de l'équilibre de ce budget depuis le début. Voilà. Alors, on va être clair, hein, je l'ai déjà dit X fois, mais je le répète. La dernière fois, au moment où on a créé ces zones économiques, on n'était pas dans une communauté de communes. D'accord? Donc, si on voulait faire un développement économique intramuros, parce que derrière, c'est quand même, je le rappelle, et ça ne rentre pas dans l'équilibre malheureusement direct du budget annexe, mais ça crée des taxes qui sont des taxes foncières, ça crée des taxes qui sont des taxes donc sur alors maintenant les TFSE, etc., qui sont des taxes professionnelles. Tout ça, ça rapportait donc à la ville de Luçon. Bon. Il s'avérait que techniquement, il fallait amener donc des réseaux dans ces zones-là, et que ces zones, elles existaient déjà là, et que vous savez très bien le problème de la ville de Luçon, du point de vue de sa surface, petite surface, hein, globalement, toute la partie sud de la ville qui est en Natura 2000, donc pas question d'y mettre des entreprises, partie nord de la ville qui sont des zones agricoles dont on sait et dont on entend aujourd'hui qu'il faut les protéger parce que les zones agricoles, on les a suffisamment phagocytées par les développements urbains. Et donc, le seul endroit où on n'avait pas ces contraintes-là, c'était sur ce lieu-là. Pourquoi il y a eu un coût qui a été un coût relativement élevé? C'est qu'on a commencé d'abord par la zone de Trois-Fontaines, par la zone des Trois-Fontaines, puis ensuite on a continué donc par la zone de Fermeneuve, et que les réseaux qu'il fallait amener ici avaient pour but de servir d'autres zones plus loin, et en particulier donc celle de la Bellevie, qui n'a jamais été en fait communale, qui a été pris par un privé, mais le privé n'aurait pas pu prendre finalement ces espaces-là si jamais des réseaux n'étaient pas arrivés à ce niveau-là. Donc, quand on a reversé les taxes qui ont été versées par le centre Leclerc, il faut le dire, sur ce budget-là, c'est normal, puisque en fait, les réseaux qui alimentent cette zone, qui est une zone privée, ont été amortis sur les deux zones qui étaient des zones communales. Ça aurait été un non-sens économique de ne pas reverser cet argent qui revenait de droit, justement, sur ces zones. Ce qui aurait été aberrant, c'était de prendre ces taxes et de les reverser sur le budget principal. Là, bien au contraire, donc on pouvait le faire. Et la zone qui est derrière, qui a été reversée, c'était une zone qui va être aussi alimentée par ces réseaux. Donc il est logique de la ramener sur ce budget. Alors après, il y avait en effet un déficit qui reste, je l'accorde, mais je dis bien, si jamais on n'avait pas fait ça, eh bien à ce moment-là, on n'avait plus la possibilité donc d'étendre des zones économiques, sauf à mettre non pas 18 et 20 euros le mètre carré, mais les mettre à 30 ou 40 euros le mètre carré. Or, on avait de l'autre côté, et pourtant Dieu sait, si jamais je l'ai entendu de votre part, des communes qui achetaient très bas les prix des terrains, donc pas du tout ce qu'on achèterait à Tramuros, et derrière en plus, qui n'ont pas amené tous les réseaux qu'on a amenés. On était dans un système concurrentiel qui n'existe plus aujourd'hui. Je le reconnais, mais on est resté quand même près de 15 ans dans ce domaine concurrentiel. Et qu'est-ce que j'aurais pas entendu si jamais on n'avait rien fait, qu'on avait laissé toutes les entreprises filer du côté de Saint-Gemme ou des Magny-Régnier à l'époque. Aujourd'hui, c'est complètement différent, puisqu'on est dans une communauté de communes, et que justement l'intercommunalité fait que quand il y a une entreprise qui s'installe à Saint-Gemme, les retombées, elles reviennent sur la totalité
de la communauté de communes, et donc les fruits en reviennent autant aux Luçonnais qu'à nos voisins. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Donc il fallait bien qu'on développe, et je ne rentre pas là-dedans, toutes les taxes professionnelles et les taxes d'habitation, enfin de foncier bâti, qui nous sont retombées depuis. Et on n'est pas loin de l'équilibre. Et donc vous voyez ce qu'il en est. Vous voyez, on a 70 000 euros, en effet, qui sont en déséquilibre, puisqu'on les voit ici, mais qui sont certainement comblés par les taxes qu'on a touchées depuis dans ce domaine-là. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut en dire. Alors je sais que c'est une vieille discussion, mais si on n'avait pas fait ça, je pense que vous nous auriez fustigé, et à raison, de fait de ne pas penser au développement économique dans ce qui était possible, tout en respectant l'environnement sur la ville de Luçon. J'accorderai quand même que le fait que cette compétence économique est rentrée en intercommunalité depuis un certain temps et que ce déficit a posé souci, puisqu'elle aurait dû rentrer beaucoup plus tôt à l'intérieur de cette communauté de communes. Donc il y a quand même, c'est pas tout blanc non plus, effectivement, il fallait développer l'économie de ce côté-ci. Je pense que c'était une bonne chose, puisqu'il y avait la possibilité route de la Roche, ou de ce côté-ci et route de la Roche, on sait qu'il y avait la protection du captage de Saint-Germain, qui paraissait un peu plus compliqué, et que la voirie n'existait pas, le contournement n'existait pas. Donc c'est pas l'implantation qui pose souci, c'est effectivement ce déficit qu'on a traîné et qu'on traîne jusque là. Oui, mais c'est marrant, vous. Vous voulez faire une implantation sur un lieu sans payer le coût d'investissement qui est nécessaire. Donc moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Mais je suis d'accord avec vous. J'aurais pas dit n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout rose dans ce domaine-là, parce que c'est une bonne gestion, pas une gestion socialiste. Mais enfin, ça c'est autre chose. Vous avez fait un budget, vous avez fait un emprunt qui correspondait à certaines sommes pour racheter les terrains, pour faire les aménagements. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on est obligé de combler comme ça à la dernière minute. Je dirais entre guillemets à la dernière minute. Pas la dernière minute. C'était un plan qui était prévu initialement quand on a construit ces zones économiques. Elles se sont déjà bien remplies depuis, contrairement d'ailleurs à ce que j'entends. Il y a quand même eu quelques ventes depuis. Oui, il y a eu depuis l'origine, il y a quand même eu des ventes de grandes surfaces qui ont rapporté quand même un peu d'argent. Oui, mais qui étaient dans l'équilibre. Attendez, comment est-ce que vous équilibrez un lotissement si ce n'est par la vente des terrains? Heureusement. Si on n'avait pas vendu, alors là, ce serait un vrai gros déficit. C'est bien là la question. Oui, oui. On a vendu, donc on a diminué les déficits, et au bout du compte, on regarde qu'on arrive à équilibrer. On est bien d'accord. Ok. Donc, d'autres questions ou d'interventions? Non? Bon, on va prendre alors, si vous voulez bien, les 3 délibérations donc, qui ont été expliquées par ce que je viens de vous faire comme démonstration. La première, donc, c'est les transferts de l'emprunt. Donc, cette délibération a pour but donc, de parler du capital restant dû, je vous le rappelle, donc de 887 584,41 €. Et là-dessus, nous allons avoir un transfert donc, de cet emprunt pour 287 336,27 € donc, à la communauté de communes. Et la différence, qui est de 600 000 et quelques, le chiffre que vous voyez tout à l'heure, eh bien, qui va être transféré sur notre budget principal, et dont la trésorerie va être assurée par les différentes actions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'on n'y revient pas. Donc je le soumets directement à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc 23 pour, 4 abstentions. Excusez-moi. Hop. Alors après, nous allons parler donc de toutes les ventes des parcelles donc à la communauté de communes. Bien sûr, il y aurait une délibération concomitante par la communauté de communes. Donc on va commencer donc par les parcelles, donc 6 chemins de Maran. Donc ce sont les parcelles qui existent dans les zones économiques. Vous me ferez grâce de vous donner donc toutes les parcelles. Voilà, alors attendez, toutes les parcelles, oui, le détail des parcelles. D'ailleurs, il doit y avoir une deuxième, voilà, ce que je disais, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, qui vont représenter donc globalement le montant dont je vous parlais tout à l'heure, de 95 140 € hors taxe net vendeur. C'est clair? Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
donc à l'unanimité. Donc je vous en remercie. Nous avons maintenant la dernière parcelle qui correspond à la zone qui est dans les zones, en UE, donc en économique, mais pas dans une zone industrielle, hein, puisqu'il n'est pas dans une zone déterminée, donc zone à ouvrir ou à étendre, et donc qui est derrière la maison de l'enfance. C'est ce montant donc, où on le vend 4 € et quelques le mètre carré, donc pour un montant de 115 370 €. Bien sûr, la communauté de communes fera une délibération identique de son côté. Je le soumets directement à votre vote. Hein, des abstentions, des contre, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 5e délibération, donc exonération partielle de la taxe d'occupation temporaire sur les trottoirs et voies piétonnes aux abords de la place du port. Alors ça, c'est tout simplement parce que vous savez qu'il y a des travaux en ce moment place du port qui ont fait qu'il y avait le café du port qui, pendant un moment, n'a pas pu utiliser sa terrasse. Or, toute terrasse dans le domaine public, vous savez, doit recevoir doit être payée. Hein, il y a une redevance donc publique. Cette redevance vient d'un contrat qui est signé en début d'année, puisqu'il n'a pas pu s'en servir, il est normal donc on l'exonère, comme on avait fait d'ailleurs sur la place des Acacias pour les établissements qui avaient donc une utilisation habituelle des espaces et qui n'ont pas pu s'en servir. Donc si vous en êtes d'accord, eh bien on va diminuer de moitié la redevance annuelle de l'occupation sur le domaine public pour l'année 2016 du bar du port, donc tenu par monsieur Drouet-David. Des questions, des remarques? Donc je le soumets à votre vote. Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Autre délibération malheureusement habituelle, et malheureusement de plus en plus fréquente, hein, sur des effacements de créances. Donc ces effacements de créances, ce sont des choses qui sont dues à la ville sur des prestations et qui font que bien, quand le Trésor public a fait tous les recours possibles pour pouvoir les récupérer, il nous demande tout simplement de l'effacer, d'effacer ces créances. Ça veut dire que toutes les poursuites sont abandonnées et en règle générale, soit parce que les personnes, on ne les retrouve pas, soit parce qu'elles n'y arrivent vraiment pas, ou bien alors qu'il y a une décision du tribunal d'instance comme on a ici. Donc il y a des créances alors, pour la cantine, pour la garderie, qui vont représenter d'un côté 143,70 € et de l'autre côté 1581,03 €. Et les droits de place pour 78 €. Je vais vous proposer donc d'effacer de 1802,73 €, donc les créances, si vous en êtes d'accord. Question? Non? Y a-t-il... alors, qui est pour? Je pense qu'on va le faire plus direct. Je fais juste un petit aparté sur cette chose-là. C'est malheureusement des choses qu'on voit de plus en plus. Il faut savoir que sur les impayés, tant sur les cantines que sur le CLSH, etc., on a des sommes qui sont des sommes assez considérables, puisqu'on atteint à l'heure actuelle plus de 40 000 € d'impayés. C'est vrai que ne pas accepter un enfant quand il vient à la cantine, c'est quand même... mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra quand même un petit peu montrer les dents auprès des gens. Alors quand ils peuvent pas, mais très souvent on se rend compte que c'est plutôt de la mauvaise volonté d'une personne et que, bon, voilà, c'est toujours un sujet très, 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 très compliqué. 7e délibération, ça va être donc la cotisation de l'association à l'association l'ADIL, et ce sujet va être traité par Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, le maire rappelle que l'ADIL, association reconnue d'utilité publique, conseille gratuitement et en toute neutralité plus de 9000 Vendéens chaque année. Ces conseils portent notamment sur la location, l'accession à la propriété, les aides aux travaux, la fiscalité, la copropriété et les règles de voisinage. L'ADIL accompagne également les particuliers dans leur démarche de maîtrise des dépenses énergétiques de leur logement, notamment par la réalisation d'audits à titre gratuit.
Dans un environnement en perpétuelle évolution, la DIL contribue aussi par son observatoire à éclairer les collectivités locales dans leur politique habitat. Vu la demande formulée par la DIL, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 juin 2016, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le versement de la cotisation de soutien des communes pour l'exercice 2016 au profit de la DIL pour un montant de 50 €. Et je rappelle que la DIL a une permanence mensuelle et ouverte à tous. Voilà, une association qui est bien utile. Des questions, des remarques? Donc je soumets à votre vote. Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous remercie. 8e délibération, donc indemnité de conseil allouée par le receveur municipal. Vous savez que ça, c'est quelque chose qu'on prend donc régulièrement toutes les années. Aujourd'hui, du fait des baisses des dotations de l'État, la quasi-totalité des collectivités passe de 0% à 50%. Donc moi, je vous propose cette année d'être à 50%. Ce qui représente quoi, 800, ça représente quoi, 50% pour le receveur? 3 000 €. Bon, 3 000 € quand même. Bon. Voilà. Des questions, des remarques? Oui, monsieur. En commission, donc j'avais donné mon aval pour les 50% et en reparlant entre nous, on estime qu'on a toujours voté 100%. L'argument que vous tenez tient pour vous, pour nous, bon, ça, voilà, on restera sur 100% pour nous. Très bien. Donc ça me sert. Très bien. C'est là que je reconnais votre esprit social. Donc, qui s'abstient? Qui est pour? Donc, votre vote et 4 abstentions. Alors, il y a une subvention donc à donner pour l'association de la Croix-Rouge. Ce sera Madame Yveline Thibault qui va le traiter. Ça lui apprendra à bien écrire ses chiffres. Merci, monsieur le maire. Alors, soit je n'ai pas bien écrit, ou soit ça n'a pas été bien lu. Donc, c'est soit je dois réapprendre à écrire, ou il y en a qui doivent prendre des lunettes. C'est pas grave. Non, mais... Non, mais c'est comme ça reste... on garde la bonne humeur comme ça. Vu le Code général des collectivités territoriales, oui, donc en fait, normalement, c'est un montant de 2840 et il y a eu une erreur. Donc en fait, il y a un complément de 600 à rajouter sur la délib qui avait été votée le 17 mai 2016 sur un montant de 2240. Or, c'était 2800, puisqu'on donne la même chose à la Croix-Rouge qu'on donne au Secours catholique. Donc en fait, c'est pour équilibrer. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention complémentaire d'un montant de 600 € à l'association La Croix-Rouge française, dit que les crédits sont inscrits sur le compte 65-74 du budget principal. Voilà. Voilà, vous me ferez une page de 8. Des interventions? Des interventions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Subvention pour la restauration des façades, ceci va être traité par Madame Simonet. Merci, monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006, accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre de la zone PPAUP, vu le certificat de conformité des travaux établi par Madame Niguez, architecte chargée de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 juin 2016, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions pour un montant global de 3 200 €, dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapporter à cette affaire. Donc c'est une délibération récurrente, puisqu'on la retrouve régulièrement. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Alors, 11e délibération, débat sur les orientations du règlement local de publicité. Je vais laisser la parole à monsieur Gachet, mais juste avant, j'aimerais vous donner quand même une petite information. Vous savez que les règlements de publicité sont différents lorsqu'on est au-dessus et en dessous de 10 000 habitants.
Nous, on est toujours à la charnière, donc on a été au-dessus de 10 000 habitants, donc on a eu certaines possibilités, certaines obligations. La crise économique étant passée ici, on est passé un petit peu en dessous les 10 000 habitants. Ce qui est assez désagréable, c'est qu'on garde les obligations des plus de 10 000 habitants, mais on n'a plus les avantages des moins de 10 000 habitants. Donc ça, c'est un peu désagréable. Quoi qu'il en soit, j'ai été voir le préfet parce que aujourd'hui, on a un frémissement vers la hausse du nombre d'habitants. Tout simplement parce que, vous avez vu, on va avoir donc de nouvelles collectivités qui vont arriver ici. On a eu aussi donc le nouveau lotissement donc, qui a été fait, un lotissement des Bourdines. On va avoir donc cette maison qui accueille donc les autistes avec d'autres personnes donc, qui viennent ici. Et on est tellement près de la charnière que on ne sait pas si on est au-dessus ou au-dessous. On est toujours dans cet environnement. Quoi qu'il en soit, pour en avoir parlé avec monsieur le préfet, après lui avoir apporté bien entendu les éléments qui lui permettaient donc d'avoir un certain jugement, je lui ai demandé la possibilité d'avoir un délai d'application d'un certain nombre de règles, et le délai qu'il nous a apporté est de 2 ans pour pouvoir conforter ou invalider donc les croissances éventuelles donc, de population qu'on pourrait avoir. Ce qui m'agace encore une fois de plus, c'est qu'on vient de recevoir donc, les nouvelles règles des recensements. On nous retire une collectivité, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez les habitants, enfin les résidents de l'hôpital, qui étaient considérés comme des résidents intramuros, et a priori qui ne seraient plus comptés donc demain. Et pourtant, non, de l'hôpital, du centre hospitalier. C'est-à-dire que, en fait, bien entendu, ce sont des gens qui vivent des réseaux de Luçon. Les gens qui viennent les voir, c'est sur les routes de Luçon. Et tout en même fait que ces gens-là, quand ils sont au centre hospitalier, ils vivent quand même de l'activité donc luçonnaise et des investissements de la ville. A priori, on nous retirerait donc ces habitants. Donc ça devient très agaçant parce qu'on n'a pas la constance des méthodes et des décomptes, et que derrière, on ne sait plus trop où on en est. Et c'est toujours dans le même sens. C'est toujours dans le sens donc, du désavantage des collectivités locales. Et donc vous me permettez de faire ce petit constat, de dire qu'il y en a marre. Il y en a ras-le-bol, permettez-moi d'être un peu vulgaire, mais il y en a ras-le-bol de voir des décisions qui sont prises d'une manière unilatérale, toujours au désavantage donc, des collectivités locales. Je rappelle que les baisses de dotation de l'État, la triple peine que l'on subit, nous, aujourd'hui, puisque vous avez les baisses des dotations au niveau des régions et des départements, qui font que les régions et les départements, aujourd'hui, aident moins les collectivités locales que sont les villes, plus nos propres baisses de dotation. On est vraiment au bout de la chaîne, et permettez-moi le terme, mais on en prend plein le nez, alors que finalement, ceux qui ont été les plus vertueux dans la gestion en France, ce sont les communes. Puisque je rappelle que nous représentons 70% des investissements qui sont faits par les collectivités publiques sur le territoire, et que nous représentons seulement 20% de l'endettement national. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde puisque nous n'avons pas le droit au déficit, mais qu'on regarde les excédents donc, qui se passent au niveau des collectivités locales, malgré la dépense, les baisses de dotation, les édiles font en sorte qu'on n'a pratiquement pas bougé sur les budgets qui restent donc, dans les villes, et que l'État continue à avoir des envols de ses dépenses. Il y en a marre. Donc permettez-moi d'avoir ce petit coup de colère par rapport à ce qui arrive, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Association des maires de France, alors il ne s'agit pas de quelque chose qui vient des partis politiques, parce que ce soit les villes de gauche ou les villes de droite, on a le même sentiment, qui est un sentiment quand même que demain, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut voir disparaître la commune? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Voilà, la parole est à M. Gachet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, ce règlement local de publicité, quelques mots pour l'expliquer. Avec la situation actuelle, une ville comme la nôtre, considérée comme moins de 10 000 habitants, faisant partie du parc régional du Marais Poitevin, Natura 2000, et puis avec une ZPPAUP, ça veut dire que si on applique le règlement national, on n'a droit strictement à rien. Alors,
Je ne sais pas si on va rentrer beaucoup dans le détail pour ce règlement local, parce que ça peut être long, mais le but de la commune, c'est d'élaborer un règlement. Parce que ce règlement permettra de limiter les infrastructures en termes de panneaux publicitaires, mais ça permettra aussi d'en avoir quelques-uns, de réglementer ça. On aura moins de pollution visuelle et puis on pourra quand même avoir quelques panneaux. Alors, ce règlement local de publicité, on doit en débattre. C'est très long, j'ai tout ça ici, hein, je ne sais pas si tout le monde a lu attentivement, mais toujours est-il qu'il a quand même quelque chose de bien, c'est que on a à Luçon comme ailleurs, on a des panneaux publicitaires qui ne sont pas esthétiques, qui ne servent plus, ou qui sont implantés d'une manière anarchique. Donc, le règlement local de publicité, on doit, les objectifs définis alors par le conseil municipal seraient d'admettre des publicités et des préenseignes en assurant une insertion harmonieuse de ces supports dans leur environnement, en relation avec l'appartenance au parc Poitvin, et compte tenu de la présence de la ZPAUP, je viens de le dire, mise en place des règles pour les enseignes de nature à mettre en valeur le cadre de vie et l'amélioration attractive du tissu économique et protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel du bâti. Bon, c'est quelques-unes des recommandations. Alors donc le débat doit avoir lieu, hein, je crois qu'il a déjà commencé, et l'élaboration du règlement local de publicité a débuté par la réalisation d'un diagnostic qui a fait ressortir des éléments résumés ci-après. Bon, un bref diagnostic des diagnostics, c'est la population de Luçon, on en a parlé. Et puis, le règlement local de publicité et à la mise en place d'une signalisation de terrain local, c'est-à-dire qu'il y aura aussi la CIL. La CIL, ce qui permettra d'avoir des signalisations pour les commerces. Ce sont des petits panneaux comme on a déjà. Donc, la CIL pourrait se substituer dans certains endroits de la ville à ces panneaux publicitaires. Alors, ceci devrait permettre d'embellir le cadre de vie tout en offrant des possibilités de communication des entreprises. Parce qu'il faut bien savoir que les entreprises qui se trouvent en fond de parcelle, des jeunes entreprises ont besoin de se faire connaître parce que ça peut être embêtant autrement d'un peintre ou autre qui n'est pas connu, sinon en fond de parcelle, c'est difficile pour lui. Alors, on veut introduire harmonieusement les publicités des préenseignes dans l'environnement urbain, en limitant fortement les installations en ZPAUP, en préservant les entrées de ville, en préservant les intersections et en recherchant des installations plus qualitatives. Je pense que des enseignes de 12 mètres carrés seront interdites. On pourra avoir des 4 mètres carrés, mais une 4 mètres carrés bien placée peut-être être aussi productive qu'une enseigne de 12 mètres carrés mal placée et mal accrochée. Donc cadrer plus fortement les enseignes en apportant des restrictions qualitatives aux ZPAUP, en respectant le code de l'environnement, en réglementant les techniques d'affichage nouvelles, telles que l'utilisation des écrans, des banderoles et des vitraux faillis. Tout ça, c'est dans le règlement local. Et puis, pour les publicités et en préenseigne, il est envisagé d'interdire les publicités et les préenseignes dans les périmètres des monuments historiques et dans le sud de la ZPAUP en lien avec la zone naturelle humide et les marais, de limiter les formats d'affichage, de mettre en place une zone d'interdiction de publicité aux entrées de ville, de mettre en place un périmètre d'interdiction d'affichage autour des intersections et d'admettre les installations murales suivant une zone adaptée ne s'étendra pas au-delà des axes actuellement investis par la publicité, qui ne peut pas en développer davantage. Limiter la densité plus fortement que ce que prévoit le code de l'environnement et imposer des critères qualitatifs d'installation tels que l'existence d'un encadrement, d'un retrait par rapport aux limites des murs. Et pour les enseignes, en ZPAUP, mise en place de règles de positionnement et d'agencement sur les façades, réduction des densités de dimensionnalité et interdiction de certains types d'enseignes. Voilà. C'est un résumé très court, mais on pourrait y passer beaucoup de temps parce que si vous avez eu le règlement de la publicité, si vous avez eu les photos, bon, ouais, c'est bon ça, hein. Le but, comme je l'ai tenté d'expliquer, c'est de réduire les publicités, les enseignes publicitaires, tout en gardant autant d'attractivité.
Alors, on aura des enseignes plus petites, mieux adaptées. Donc c'est un petit peu ce qui résume le règlement local de publicité. Je répète que si on ne fait rien, c'est la réglementation nationale qui s'applique, et là on n'aurait plus de possibilité. Alors avec ce règlement local de publicité, c'est le maire qui devra assurer le service de police, et donc réglementer sur la commune. Non, c'est pas ça. Qui aura pas le service de police, mais enfin qui aura le pouvoir de police sur la commune, et on pourra, disons, réglementer intramuros notre publicité. Alors, je peux répondre à des questions si vous voulez, parce que je viens développer tout ça, mais ça risque d'être long. Oui, alors pour faire un débat, déjà, il faut avoir les documents, ce qui paraît compliqué, puisqu'on ne les a pas eus. Je remercie M. Bourri qui me l'a renvoyé, puisque je n'avais pas pu assister à la dernière commission d'urbanisme. Donc j'ai quand même un minimum de documents pour ce débat. Ça m'embête un peu, au moins pour l'équipe, de ne pas l'avoir eu. Voilà. On l'a pas reçu. Oui, mais vous faites partie de la commission, donc vous l'avez bien reçu. Bah, pour le conseil municipal, quand il y a un débat, mes collègues ou autres peuvent poser des questions, et là, ils n'ont pas les documents sous les yeux. Donc, oui, voilà. si ce n'est que toujours, quand il y a des dossiers comme ça dans les commissions, il y a toujours un représentant de l'opposition qui est là et qui est le rapporteur. Et qui s'il peut... n'est pas là, comme ça est là, je remercie M. Bourri de me l'avoir envoyé. Si vous n'avez pas les documents. Et autre point, c'est que vous savez que c'est toujours disponible à la mairie, que vous pouvez venir le consulter. Habituellement, il y a toujours les annexes. Là, il n'y a pas d'annexe. Oui. Voilà. Oui, parce que ça fait partie d'une commission avec des dossiers qui sont très lourds. Après, c'est une question. La moindre des choses, c'est d'avoir au moins les papiers. Je suppose que oui, je sais pas, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Les gens autour de la table ne l'ont pas non plus, et de découvrir ici. Ils sont disponibles. Oui. Voilà. Service technique. Oui. Non, mais je dirais, moi, Et les gens de la commission, comme vous l'avez eu. Pour moi, s'il n'y a pas de souci, je l'ai eu. Mais pour les, voilà. voilà, il y a des gens qui, dans un débat, je suis pour le seul à débattre. Donc, Voilà. donc l'opposition l'a bien eu. D'accord. On est d'accord. On va dire ça comme ça. Voilà. Pour revenir donc sur le démarrage du débat, donc effectivement la baisse de dotation de l'État. Je vous rappellerai qu'il y a un candidat qui s'appelle M. Fillon qui voulait doubler la baisse aujourd'hui de la dotation de l'État. Donc il n'y a pas ni gauche ni droite aujourd'hui, il y a vraiment une coupure nette dans les dotations, et il n'y a ni gauche ni droite là-dessus, et voilà. On ne va pas rebondir sans arrêt sur cette baisse de dotation de l'État, même si effectivement ça joue énormément sur le budget général d'une ville. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on passe à autre chose, et je dirais que l'année prochaine, il y a un vote, et on verra ce qu'il adviendra, et on verra ce qui se passera donc en 2017 avec celui qui passera ou celle qui passera, et on aura le temps d'en reparler. Sur l'évolution de la population, je vous trouve très optimiste, et je vous rappelle que début juillet ou début août, vous avez déjà une première analyse de l'INSEE qui vous dit à peu près où vous en êtes. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Non, alors attendez, pour l'instant, si vous voulez, c'est des projections de ce qui existe jusqu'à maintenant. Il va y avoir un nouveau recensement. Donc c'est tout simplement aujourd'hui des chiffres théoriques. On ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir derrière. C'est avec les sorties d'entrée, ils savent à peu près où on en est. C'est-à-dire que si vous voulez, ils prennent des courbes, ils regardent la réorientation, ils font des prolongements. Puis après, on voit on sait qu'on va être légèrement en diminution, puisque il y avait eu une baisse, et donc mais après on verra au moment du recensement ce que ça va donner réellement, avec les modifications de comptage telles que j'ai parlé tout à l'heure, ce qui ne va pas être à notre avantage. Donc quand je dis que je vous trouve optimiste, c'est que ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on est en baisse, et effectivement vous parlez de dossiers qui, voilà, les bourdines et tout ça, la plupart du temps c'est des gens intramuros qui se déplacent, et ceux qui viennent en général de l'extérieur sont de passage, et voilà, on sait très bien que les gens du Nord aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi viennent à Luçon, mais il y en a beaucoup, et ils restent souvent 1 ou 2 ans avant de repartir plus au sud. C'est un fait, c'est acté, c'est comme ça. Donc effectivement, il y aura une évolution de la population, mais qui sera sur une période courte. Voilà. Alors, pour vous répondre, bien sûr qu'il y aura une baisse, puisque... alors, quand vous dites qu'il y a une baisse depuis 2 ans, c'est ce que je vous expliquais. Ils ont constaté une baisse, ils ont fait une... Mais bien sûr, on va avoir une baisse continue jusqu'au prochain recensement, puisqu'en fait, c'est une projection de quelque chose qu'ils ont observé avant. Donc, on ne sait pas, en fait, exactement ce que ça va donner. On va voir. Vous savez bien qu'il y a des calculs qui sont faciles à faire. Vous avez les naissances, les décès et les sorties, les entrées, voilà. Oui, mais sauf que si vous voulez, quand on regarde entre le solde, alors le solde naturel, c'est facile à faire. Par contre, le solde migratoire, c'est beaucoup moins facile à faire. Bon, il y a les services des impôts qui sont pas loin, quand même, qui connaissent bien les dossiers. Oui, mais il y a une inertie.
Bon, revenons à nos moutons. Sur le débat, donc sur l'orientation du règlement de publicité, j'étais plutôt pour et je vous suivais dans la démarche. Il n'y a qu'une chose qui me chagrinait, c'était le fait que vous aviez acté, ou vous vouliez mettre plus de panneaux, c'est pas plus de panneaux, mais mettre les panneaux en entrée de ville, alors que pour nous, le but de ce règlement local de publicité était au contraire de les faire sortir des entrées de ville pour pas avoir des murs de publicité. Alors le fait qu'il n'y ait pas de panneaux au sol, hormis les sucettes, et les sucettes seront plutôt en centre-ville, bon, j'ai vu que ça avait été acté, on sera moins dans l'opposition par rapport à ça. La chose qui me chagrine, et je reviens aux 10 000 habitants, et ce que je comprends dans votre démarche, c'est par rapport aux panneaux numériques qui ont été installés. Vous savez que c'est totalement interdit sous 10 000 habitants, et là il n'y a aucune comment dire, je suis en train de chercher le mot, dérogation par rapport à ça. Ce qui m'embête, c'est que la société qui les a fait installer et la convention qui a été signée, puisqu'on a quand même payé le câblage et toute l'installation, les panneaux ne sont pas à nous. Hein. Ce qui m'embête, c'est qu'à l'époque où ça a été mis, on était déjà en dessous des 10 000 habitants. Je ne peux pas croire qu'une société de cette taille-là n'était pas au courant de l'implantation et du règlement, alors qu'il était déjà sorti au niveau du Grenelle. Et, bon. Non, alors attendez, plusieurs choses de ce point de vue-là. Un, on a toujours une DGF supérieure à 10 000 habitants. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le chiffre DGF, on prend le chiffre de la population réelle, on prend le chiffre de... Alors le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des interprétations différentes des textes. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, justement parce qu'il y a une certaine difficulté de ce point de vue-là, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une tolérance pendant 2 ans du préfet, ça se porte justement sur ce type d'installation. Donc, on va voir, hein, mais c'est vrai que vous avez une entreprise qui a mis quand même beaucoup d'argent dans ce type de panneaux. Alors la ville, il y a un branchement qui n'a pas coûté si cher que ça. Par contre, si vous voulez, derrière, puisqu'on a été chercher sur le réseau, hein, donc c'était pas si cher que ça, c'était de l'ordre de 500 € de mémoire, hein, mais si vous voulez, sur lequel il y avait des retombées, puisque je vous rappelle qu'on met aussi dessus des informations villes, et c'est d'ailleurs ce que nous demande aujourd'hui le préfet, c'est d'augmenter le pourcentage des informations villes, hein, pour passer justement cette tolérance de 2 ans, ce qu'on va faire. Hein, donc et ça, bien sûr que ça nous coûte plus cher par rapport à ce que va faire l'entreprise. C'est une régie qui auto-alimente ce panneau, oui, qui récupère de l'argent avec cette régie. Je ne vois pas si vous renégociez cette convention aujourd'hui en lui disant vous passez moins de publicité et un peu plus de la ville. Moi je suis pour. Hein. Oui. Maintenant ça m'étonnerait qu'ils rentrent dans ses frais rapidement. Ah bah après, si vous voulez, c'est une discussion. Il faut les enlever carrément. Voilà. Non, on a une position un petit peu différente sur le panneau lumineux dans le centre-ville. Hein, alors là aussi, un petit peu à ma grande surprise, puisqu'en fait le panneau numérique existait de longue date, hein, devant la cathédrale, et c'est aujourd'hui, ils me disent, mais attendez, vous êtes sur un bâtiment protégé, et donc ce bâtiment protégé, il faut le retirer. Et quand j'ai dit, mais attendez, on l'a changé le panneau, il existait déjà, on l'a fait que le changer. On m'a répondu, ah oui, mais celui-ci est en couleur. Bon, non, mais quelquefois on a des choses un petit peu tordues par rapport à... Pas tout à fait sur le même produit, même si c'est du numérique, oui. Évidemment. D'un côté une vidéo, l'autre c'était des lettres. Alors celui-là va certainement ne plus être au même endroit, mais comme on va refaire la place l'année prochaine, de toute façon ça ne change rien. Et là aussi le préfet a dit, bah oui, si vous devez faire refaire l'année prochaine, vous n'allez pas le retirer tout de suite, on va attendre que les travaux soient faits. Et donc on reverra un petit peu comment on fait l'information donc, dans le centre-ville, d'une manière un peu différente. Oui, autre point, donc la disparition donc, des 12 mètres carrés, ça c'est une très très bonne chose. 4 mètres carrés, donc c'est 2 par 2 ou 3 par 1,30. 3. Donc c'est une bonne chose, on a vu effectivement sur les photos, sur du mural, puisque ça ne pourra être que posé sur le mural, ça fait quand même une grosse réduction publicitaire. Et surtout la suppression des 12 mètres carrés scellés au sol, qui est quand même une belle verrue dans une ville comme la nôtre, qui a quand même une zone protégée. Sur l'ensemble, on ne peut pas être contre. Voilà. Il y a juste cette histoire de panneaux lumineux qui pose question. Après, sur la protection en général, je dirais qu'il faudrait... Alors, je n'ai pas été plus loin dans le dossier, puisque je ne l'ai pas eu complètement, sur l'harmonisation. Donc, je pense qu'on en avait parlé dans la première commission. L'harmonisation donc des panneaux selon les secteurs. Voilà. On avait parlé donc de différentes couleurs ou différentes sucettes selon les secteurs protégés. Je sais pas
j'ai pas lu jusqu'au bout le dernier. De toute façon, on va dans ce règlement de code de publicité, on va introduire un certain nombre de choses. Est-ce que les services de l'État l'accepteront? J'en sais rien. Donc nous, on va faire selon nous, comme on pense bien faire, hein, pour régler, comme on l'a dit, beaucoup moins de publicité, mais tout en gardant quand même un peu pour le tissu économique, quoi. Alors, on va faire des propositions. Seront-elles retenues totalement ou partiellement? J'en sais rien. Bon, toujours est-il que ce règlement local de publicité, il fallait le faire, on le fait, et voilà, on en est maintenant au débat au conseil municipal. Je pense que c'est vraiment l'occasion unique aujourd'hui de tout harmoniser, par exemple par secteur, comme on avait dit, sur, alors je ne sais plus le nom technique, les petites pancartes intramuroses. La CIL. Ouais, c'est ça, voilà. La CIL, des sucettes, que ça soit tout du même secteur, d'une même couleur, et voilà. Aujourd'hui, puisqu'on part sur des sucettes a priori partout, ce serait bien d'avoir... Pour la CIL, on a approché une société qui va nous faire des propositions, et au moment toute la ville serait pareille, quoi. Donc cette proposition n'est pas encore arrivée, sera-t-elle retenue ou pas retenue, je ne sais pas encore. Voilà, merci de ce débat. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Le débat a eu lieu. Voilà, donc là on n'a pas à voter, puisque c'est juste la constatation que le débat a eu lieu. 12e délibération, dénomination du giratoire du président de Gaulle, le giratoire de l'octroi. J'avais demandé à M. Gachet de trouver de nouvelles rentrées. Il pense à un octroi, donc je lui laisse la parole. Ça pourrait compenser les baisses de dotation de l'État si on rétablissait cette taxe. Bon, donc, plus sérieusement, le giratoire situé rue du président de Gaulle, à hauteur du magasin Intermarché, reste à dénommer. La commission d'urbanisme réunie le 22 juin propose le giratoire de l'octroi. Ce nom fait référence à une taxe sur certaines denrées qui étaient perçues à l'entrée de la ville. L'octroi fut supprimé en 1948. Et pour information, le linteau de la maison qui fait l'angle de la rue de Gaulle et de la rue des Manilles porte la mention gravée sur la pierre, l'octroi. La commission d'urbanisme va donner son avis favorable. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le nom du giratoire du président de Gaulle, giratoire de l'octroi, et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer tous les documents nécessaires. Donc cette taxe reflète sûrement les denrées les plus rentables, telles que le vin, l'huile, le sucre, le café, etc. Et donc elle a été supprimée. Voilà. Monsieur le maire devra l'établir. J'avoue que si jamais je les rétablis sur le vin, sur le tabac, etc., ce sera certainement beaucoup plus rentable. Voilà. Donc, c'est pas l'objet de la délibération. Des interventions, des remarques? De toute façon, il est parti là-bas. Ok, d'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Les 4 délibérations à suivre ont pour objet puisque, bon, si vous voulez, on a je vais dire, reformaté un petit peu tout l'immobilier donc municipal. Nous avons donc des locaux qui étaient autrefois avec des services publics dedans et dans le domaine public de la commune. Donc il faut dans un premier temps les déclasser, les désaffecter, je vais y arriver. Ça veut dire qu'on constate qu'il n'y a plus de services publics dedans. Et ensuite, il faut les déclasser pour les placer du domaine public au domaine privé. Et à ce moment-là, ils deviennent cessibles. Donc, première délibération, désaffection des anciens locaux du Trésor public, place du Minage. La parole est à M. Gachet. Bon, je crois que tout a été résumé. Là, il s'agit de désaffecter les anciens locaux du Trésor public, place du Minage. Donc, le conseil municipal constate qu'ils ne sont plus utilisés par le Trésor public. Et on constate la désaffection des locaux de la parcelle qui sont 52, 734, 735, 736, 6 rue de la Coudray, et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer tous les documents liés à ce dossier. Actuellement, c'est le laboratoire d'analyse qui l'utilise, provisoirement. Définitivement, j'en sais rien. Des remarques, des questions? Oui. Monsieur Delot? On va le voter, puisque aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à y mettre dedans, même si le fait de vendre encore des bâtiments,
le patrimoine luçonnais va y passer, il ne va plus rester grand-chose à la ville. Voilà, à qui on va pouvoir vendre aujourd'hui les locaux du Trésor public. Chez des preneurs. Ah bah tant mieux, alors. Parce que c'est quand même assez complexe dans sa réalisation avec l'appartement qui est au-dessus. Il y a des preneurs. Bon, tant mieux, c'est une bonne chose. Malgré tout, on mettra le bémol quand même sur le fait de vendre une partie encore du patrimoine luçonnais. Vous savez, c'est toujours la même chose. Moi, je veux bien garder un patrimoine qui ne peut pas servir, mais je préfère vendre ce patrimoine et puis créer quelque chose qui sert, plutôt que de garder un patrimoine qui ne nous sert pas et qui nous empêche de construire quelque chose d'autre, quoi. C'est rester toujours dans l'immobilisme, c'est pas forcément comme ça qu'on garde, qu'on a la croissance d'une collectivité. On n'est pas dans l'immobilisme puisqu'on va le voter. Donc, voilà. Non, mais je ne dis pas que c'est ce que vous préconisez. Je dis c'est mon point de vue. Ok. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Donc à l'unanimité, nous allons passer maintenant au déclassement des anciens locaux du Trésor public place du Minage. La parole est à Monsieur Gachet. Bon, donc c'est consécutif à la délibération précédente. Il s'agit du même bien. Et comme on l'a expliqué, maintenant que nous l'avons constaté, la désaffectation, on demande au conseil municipal de déclasser les locaux des parcelles qu'on a nommées tout à l'heure, 6 rue de la Coudray, de les passer du domaine public au domaine privé pour justement permettre de les vendre. Et la délibération demande d'autoriser M. le maire ou moi-même à signer tous les documents liés à ce dossier. Remarque, question. Donc qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons faire maintenant la même chose avec la salle de justice de paix, sachant que vous pouvez penser qu'il y a toujours un service dedans, ce qui est exact, mais ne recevant pas du public, on peut le déclasser et désaffecter tout de suite, d'autant plus que ce service va réintégrer assez rapidement donc, les locaux de la mairie ici. Donc désaffection du bien immobilier de la parcelle cadastrée AO 1075. La parole est à Monsieur Gachet. Bon, donc même délibération que la précédente, mais là il s'agit de ce qu'on appelait aussi la bourse du travail, pas du théâtre. Et on demande au conseil municipal de constater la désaffectation des locaux des parcelles cadastrées AO 1075 7 rue de l'Hôtel de Ville et d'autoriser M. le maire ou moi-même adjoint à signer tous les documents liés à ce dossier. Donc c'est la même délibération que la précédente. Remarque, monsieur... Oui. Là, sur ce bâtiment-là, on pense qu'il y aurait peut-être autre chose à faire que le vendre. On est directement collé donc au théâtre Le Milandi. Il y avait eu pendant un temps une possibilité de faire l'entrée dans l'ancienne maison, j'ai pas vu le nom, qui est en réfection aujourd'hui. C'est Ducatel. Voilà, Ducatel. Et je pense que ça n'avait pas pu se faire, donc aujourd'hui on aurait peut-être pu faire quelque chose sur ce bâtiment-là. En accessibilité, c'est compliqué. Oui, tout à fait, c'est compliqué. Il y a aussi le fait que ce bâtiment accentue un petit peu cette pression sur le Milandi et moins visible. Il y a peut-être des choses à faire, il aurait peut-être fallu le raser, il aurait peut-être fallu l'aménager. Voilà. Aujourd'hui, qui va racheter derrière Le raser dans la ZPPUP, ça serait compliqué. C'est compliqué, au moins garder la façade, mais il y a peut-être des choses à faire autres que le vendre aujourd'hui. Vous savez, il y a une rénovation à faire là-dedans qui est énorme. Ça ne veut pas dire qu'on va le vendre aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement qu'on se met dans la possibilité de réfléchir dessus et d'avoir des opportunités. Je pense que le jour où on aura trouvé un acquéreur, on pourra discuter exactement ce qui se met dedans. Parce que je ne sais pas quel type d'acquéreur, parce que c'est vrai que l'accessibilité est compliquée. Il y a des marches. Les planchers sont au-dessus. Voilà. Je crois de mémoire qu'il y avait un problème de canalisation, je sais pas quoi. Oui, non, c'est le chauffage qui est commun. Voilà, la chaudière qui est faite, donc il faut séparer la chaudière. Bon, ce sont en fait des choses qui se calculent, mais bon, on se met dans la position de pouvoir agir vite le jour où on aura des opportunités. Est-ce qu'il y a eu des estimations de fait sur le Trésor public et sur ce bâtiment-là? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, en prix, vous voulez dire? Oui. Alors sur celui-là, je ne l'ai plus en tête, mais le Trésor public, c'est 230 000 et 210 000. L'appartement 210 000, 230 000. Appartement peut-être un peu élevé. 230 000, c'est un bel appartement. Mais bon, quand on voit le niveau du marché sur Luçon, là, c'est de l'ordre de 80 000... 80 000, 80 85 000. Sur le bâtiment, là? Oui, le bâtiment. Ouais.
Et puis il y a aussi ce qu'on a racheté dans le centre-ville, les appartements qui sont au-dessus, voilà, qui sont aussi dans le circuit d'une éventuelle cession. Hein, voilà. Bon. Ok. Qui est pour? Merci. Unanimité. Déclassement du bien immobilier dans la parcelle cadastrée AO 1075. Bon, donc là, comme tout à l'heure, hein, après avoir constaté qu'il n'était plus utilisé par les services publics, on propose de déclasser les locaux 7 rue de l'Hôtel de Ville du domaine public communal pour les intégrer dans le domaine privé de la commune et d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer tous les documents liés à ce dossier. C'est la même délibération à peu près que tout à l'heure. Je mets directement au vote, pas d'intervention. Donc, qui est pour? Unanimité, donc merci. 17e délibération extension de la rue de la Clairée par le CIDEV. La parole est à monsieur Gachet. Alors, le réseau des garages publics au sud de la rue de la Clairée s'interrompt au numéro 118. Par conséquent, les deux dernières propriétés suivantes, 120 et 122, n'en bénéficient pas. Une extension du réseau d'électricité est donc nécessaire. Un réseau souterrain de 33 mètres avec remontée sur poteau et une lanterne. Le CIDEV, à la demande des services techniques, a estimé ces travaux à 4 065 €, hors TVA, qui est récupéré par le CIDEV. Le taux de participation du CIDEV étant de 30%, la part communale s'établit donc à 2 845 €. La commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 2 845 € pour l'extension du réseau électrique rue de la Clairée et autorise monsieur le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Hein, je crois que c'est bien facile à voir. Là-bas, il y a des maisons qui ont été construites après et donc elles ne sont pas éclairées. Question, remarque? Donc, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement pour l'année 2015. La parole va être à monsieur Gachet. Je vous rappelle seulement que ceci va devenir, du fait de la loi NOTRe, une des compétences obligatoires des communautés de communes, hein, si jamais on va avoir les dotations bonifiées. Donc je pense que on va avoir ce rapport pendant encore peut-être 1 an, 2 ans, et au-delà, ça passera dans la communauté de communes. La parole est à monsieur Gachet. Donc pour l'instant, la collectivité assure la compétence d'assainissement sur son territoire. Le mode de gestion et la délégation de services publics par affermage. La municipalité a reconduit à compter du 1er janvier 2015 l'exploitant sort pour une durée de 12 ans dans le cadre d'un nouveau contrat d'affermage. Après, bon, vous avez des données techniques, vous avez peut-être lu déjà, les populations, l'estimation de l'usager, etc. On a un linéaire de 64 km de réseau et la capacité de l'ouvrage a une équivalence d'habitants de 14 333, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Hein. Et en outre, la station d'épuration reçoit et traite les matières de vidange. Et ce qui est intéressant aussi là, c'est le taux de nos bouches sont conformes à 100%. Donc, c'est-à-dire que ça fonctionne assez bien. À la page suivante, vous avez les prix, la présentation de la facture d'assainissement. Donc, on voit qu'il y a une certaine stabilité, puisqu'en 2013, on était à 2,25 €, 2014, 2,27 €, en 2015, 2,15 € et en 2016, on sera à 2,14 €. Voilà. Vous avez un certain nombre de tableaux qui vous donnent des renseignements sur la facturation. Je les passe rapidement, hein, je pense que vous les avez avec vous. Et puis le financement, on a fait beaucoup d'investissements sur le réseau, 426 000 €. On a un réseau qui est en bon état sur le son. Vous avez des travaux qui ont lieu actuellement du côté du port et de la rue de la Clairée et de l'hôpital, mais après on devrait être assez bien loti. Voilà, donc je pense que je peux dire de plus sur ce compte rendu. Il n'y a pas de vote, bien sûr, hein, il n'y a qu'à constater qu'on en a pris connaissance. À partir du
règlement, vous l'avez entre les mains, je considère que vous l'avez lu. S'il y a des questions, bien, je suis prêt à y répondre. Des interventions? Monsieur Nolot? Oui. Alors, bon, je vais tourner les pages au fur et à mesure et je vais vous poser des questions, ça ira plus vite. Alors, il y avait une question pour 2015, donc on a une augmentation des boues produites. Est-ce que vous avez une explication? Puisque on arrive à... On avait une baisse continue des boues de 2011, 2012, 2013, 2014, et d'un seul coup on explose en 2015. La page 5, pardon, page 5. Ah oui. C'est étonnant parce que étant donné qu'il y a moins en moins d'abonnés, j'ai un peu de mal à expliquer cette augmentation, cette forte augmentation des boues. Ouais, une forte augmentation, oui, c'est vrai. Ah, c'est pas un J'ai peu. dit, regardez, en 2011, on était à 1587. Il y a aussi le fait qu'on reçoit des matières de vidange extérieures. Hein, Mais les vidanges, c'est le tableau du dessous. Donc les vidanges, on est à peu près tout. Oui. On a eu une augmentation au niveau des vidanges, mais qui produit pas autant de boue quand même. Moi, ça me paraît étonnant. Voilà. On va rechercher dans les chiffres, mais enfin, la place qui nous a été donnée, bon, ce sont bien les bons. Oui, oui. Non, mais il doit bien y avoir une explication derrière. L'explication, la sœur nous a pas donné. J'ai pas rencontré la sœur depuis, mais je pourrais le questionner. Ouais. Bah oui, je pense que ça vient des apports extérieurs, hein, je pense. ouais. Ouais. Il ramènerait les boues ici. Bah, oui, ça peut arriver. Enfin, ils nous ramènent des matières de vidange Oui. qui font que ça crée des boules. Ouais, des boules, un peu plus. Voilà, donc s'il y a quelques renseignements, on pourra toujours vous les. Ouais, tout à fait, je veux bien. Je dirais que le principal et ce que cherche tout le monde, c'est de payer moins cher pour avoir le même service. Donc c'est ce qui a été fait avec la SOR en 2014. Aujourd'hui, on voit bien que la note baisse à 2,14 € TTC le mètre cube. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. On peut parler d'une stabilité. Hein. Bon, Ouais, parce ok, on est qu'on quasiment a été sur la même pendant un chose. certain temps où tout le traitement augmentait. Maintenant, on a réussi à stabiliser les choses. Mais on voit bien que l'évolution et le passage à la SOR a quand même fait une bonne descente des tarifs quand même. On passe de 2,27 à 2,15 maintenant à 2,14. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, par contre, il y a un souci donc dans leur réseau, puisqu'on n'a que 15 points alors qu'il en faudrait 40. Et j'ai vu que vous l'aviez inscrit un peu plus loin dans le diagnostic réseau et station. Donc il semble là que la SOR, alors je pense que le travail n'avait pas été fait avant non plus et que la SOR doit certainement l'organiser. Il y a donc un problème sur le réseau. Aujourd'hui, le réseau n'a pas été, sondé ou exploité, puisqu'on devrait avoir au minimum 40 points, on n'en a que 15. Et là, la SOR l'a inscrit donc en projet de ville avec vous, donc sur le diagnostic réseau et station. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on ne sait pas sur si vous dites que le réseau est bon, a priori oui. Aujourd'hui, on n'a pas le diagnostic. J'ai dit tout à l'heure, notre réseau, maintenant, il est bon parce qu'on a refait la plupart des mais là, lignes qui étaient... Là, c'est le diagnostic général du réseau. Oui. C'est pas qu'une partie du réseau. On le voit bien dans la rue Clémenceau. On ne sait pas trop aujourd'hui où on en est. Il y a d'autres parties de réseau qui doivent être sondées pour savoir s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de... Voilà, des choses simples qui n'ont pas été faites avec l'autre, je pense, avec le... Je ne sais plus qui c'était qui était avant. Non, mais il y a des diagnostics qu'ils ont fait régulièrement. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait des diagnostics et qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas, on l'a vu du côté de l'hôpital, eh bien, on n'hésite pas à faire les travaux. Mais on ne peut pas faire tous les travaux la même année, même si on s'aperçoit que les diagnostics ne sont pas forcément excellents, on ne peut pas tout défoncer la même année, et on va dire en priorité. Mais maintenant, on arrive à avoir un réseau quand même qui est tout à fait correct. Ceux-là, ils mettent bien, donc on n'a pas les points, donc ça n'a pas été fait. Hein. Précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas la moitié du linéaire du réseau aujourd'hui. On n'a pas les points, donc ça n'a pas été fait. Non, mais il y a des réseaux qui n'ont pas d'être faits. Les réseaux qui sont neufs. Ouais, bon, enfin, là, c'est la constatation de l'assainissement, donc ça, malgré tout, ça n'a pas été fait. Oui, mais bon,
Et je dirais qu'au-delà de ça, c'est vous, le service qui l'a acté sur les travaux à faire dans le futur. Donc voilà. Je dirais que c'est une des choses voilà, qui pose question. Et dernier point, c'est sur le budget. Il y a quand même une forte évolution donc, sur le personnel. Donc on s'était posé la question à un moment donné, savoir s'il ne mettait pas une personne ou deux personnes en... Je ne sais plus comment c'était. Il y avait une personne ou deux de plus par rapport à... Il faut dire que les normes sont de plus en plus drastiques. Hein. Et donc maintenant il faut mettre plus de techniciens, il faut mettre plus de moyens. Donc ce qui fait un petit peu augmenter les frais de personnel, c'est clair. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on nous demande maintenant qu'on ne nous demandait pas autrefois. Après on verra effectivement la suite sur ce... la suite oui. Si ça doit passer en intercommunalité, on ne le verra pas spécialement, mais on voit malgré tout qu'il y a quand même une forte hausse du budget du côté de la SOR, donc en espérant qu'ils ne le refacturent pas dans quelques temps. Mais si dans les 2 ans à suivre, si la compétence est activée dès le 1er janvier 2017, je dirais que ça nous regardera, mais un peu plus loin. Même quand ce sera la communauté de communes, on y jettera, on sera quand même vigilant. Hein. Oui, effectivement. Il n'y a pas de souci. Mais on ne le portera plus seul. Ok. D'autres interventions? Donc, vous êtes d'accord qu'on prenne acte de... On a plus connaissance. On a pris connaissance?